Au titre de ce journal, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a mis en place une plateforme numérique dénommée Contenu Local, une plateforme qui permettra de valoriser les compétences des sociétés ivoiriennes dans l'industrie pétrolière. Nous parlerons des experts de la commission de la CEDEAO qui se sont réunis à Abidjan, une rencontre pour examiner et valider 58 projets de normes de la CEDEAO sur la chaîne de valeur textile. Vous le verrez, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a procédé au lancement officiel de la plateforme du système d'information sur le marché du travail dénommé SIMD. Et l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, EMUCI, décide de sortir de la dénomination de l'Église méthodiste unie. Les détails de cette décision dans un instant. Très heureux de vous savoir, très nombreux devant vos écrans pour suivre le journal. Madame, monsieur, bienvenue. Face aux découvertes en série de gisements de pétrole et de gaz en Côte d'Ivoire, le gouvernement veut faire profiter les retombées aux Ivoiriens. Pour mieux dérouler cette politique dans les industries pétrolières, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a donc mis en place une plateforme numérique dénommée Contenu Local. Officiellement lancée ce jeudi en présence du Premier ministre, la plateforme Contenu Local permettra de valoriser les compétences et les sociétés ivoiriennes dans l'industrie pétrolière. Kone Nanorgo et Maru Seri. Présentez votre entreprise et ajoutez votre logo pour créer une vitrine virtuelle attractive. Vous pouvez même téléverser une présentation complète de votre entreprise. Contenu Local, c'est la nouvelle plateforme numérique de valorisation des compétences et des sociétés ivoiriennes dans l'industrie pétrolière. Son lancement officiel ce jeudi 30 mai a fait l'objet de mobilisation des acteurs et du gouvernement avec au plus haut niveau le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Logée au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, la plateforme Contenu Local permettra de faciliter la mise en relation des acteurs locaux avec les entreprises étrangères pour la réalisation des projets dans le secteur pétrolier et gazier en Côte d'Ivoire. Les préoccupations qui peuvent être les nôtres et les questions que l'on est en droit de se poser, c'est de savoir quelles sont les parts de marché qui seront attribuées aux entreprises prestataires détenues par des entrepreneurs ivoiriens. Quels sont les montants alloués aux biens et services produits en Côte d'Ivoire? Et combien de travailleurs ivoiriens sont employés dans les activités pétrolières et gazières? Le contenu local vise à apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces questions. Il organise la réalisation des activités pétrolières et gazières en Côte d'Ivoire de sorte qu'elles profitent aux Ivoiriens. Cette plateforme est une volonté du gouvernement ivoirien de favoriser la croissance économique locale et défendre l'intérêt national dans les industries pétrolières. Contenu Local vient donc informer, éduquer, dématérialiser les procédures et encourager les nationaux à s'intéresser davantage à ce secteur. La première étape majeure de cette politique du contenu local a été l'adoption et la publication en juin 2022 de la loi relative au contenu local dans les activités pétrolières et gazières de la Côte d'Ivoire. La deuxième étape a été la signature et la publication en mai 2023 du décret portant modalités d'application de la loi relative au contenu local dans les activités pétrolières et gazières. Rappelons que depuis 2021, la Côte d'Ivoire a fait une série de découvertes de gisements gaziers et pétroliers, dont les plus importants sont Baleine et Kalao. Et toujours dans le même chapitre, le syndicat national des raffineurs et pétroliers de Côte d'Ivoire a tenu son 6e congrès ordinaire le samedi dernier à Abidjan. Lors de cette rencontre, les membres statutaires du syndicat ont passé en revue tous les axes stratégiques dans le but de redynamiser et améliorer les conditions de travail des membres du secteur pétrolier. Le témoignage de Sandrine Kwame et Nicolas Ngwa. Définir une approche stratégique et structurée
pour répondre de façon efficiente aux besoins et défis des membres du secteur pétrolier. Tel est l'objectif consigné par le syndicat national des raffineurs et pétroliers de Côte d'Ivoire à ce 6e congrès ordinaire. Au cours de cette réunion, les membres statutaires du syndicat ont discuté sur des axes stratégiques tels que le renforcement organisationnel, l'autonomisation et l'accroissement financier. Tout ceci devrait permettre de redynamiser le secteur pétrolier en général et particulièrement celui de la Société ivoirienne de raffinerie. Le congrès va passer l'orientation stratégique du syndicat. Le bureau exécutif que je dirige va aller dans le sens de ces axes-là. Et nous allons remobiliser encore davantage nos troupes pour gagner toutes les échéances prochaines au niveau de la CIR. Donc il y a une élection des délégués du personnel qui se profile à l'horizon. Nous allons aller en rang serré pour gagner ces élections-là et encore nous étendre au-delà de notre entreprise qu'est la CIR pour vraiment envahir tout le secteur pétrole. Les différents points donc de mise à jour des statuts du règlement intérieur font l'objet d'échanges et donc c'est sur ces points-là que nous sommes en train de statuer en ce moment. Le syndicat national des raffineurs et pétroliers de Côte d'Ivoire entend renforcer sa capacité à représenter efficacement ses membres, améliorer leurs conditions de travail et jouer un rôle clé dans l'évolution de la société ivoirienne de raffinerie en se maintenant leader des syndicats de la CIR et du secteur pétrolier. Et on s'intéresse à l'industrie du textile. Examiner et valider 58 projets des normes de la CEDEAO sur la chaîne de valeur textile. Voilà ce qui réunit à Abidjan depuis hier et ce jusqu'à vendredi les experts de la commission de la CEDEAO et ceux des ministres de l'industrie des pays membres. 58 projets de normes à valider, mais aussi le conclave doit permettre d'examiner et valider le document révisé du modèle d'harmonisation des normes de la CEDEAO et le mécanisme de reconnaissance mutuelle des certificats d'inspection de la CEDEAO et ses procédures de mise en œuvre. Issa Badini était à la cérémonie d'ouverture. Pas un, pas deux, mais 58. 58 normes de la CEDEAO sur la chaîne de valeur textile que ces hommes et femmes de la commission de la CEDEAO, mais aussi et surtout des représentants des ministres de l'industrie des pays membres, vont examiner et valider durant ces 3 jours de travaux. Un top départ donné par le directeur de l'industrie de Côte d'Ivoire, preuve qu'au bord de la lagune Ébrié, on est impatient de voir la mise en œuvre de ces normes. Nous sommes dans l'espace sous-régional et il est important que les actes qui sont émis par le pays soient reconnus par les autres pays. Il est important que les normes que nous prenons soient aussi reconnues par les autres pays. C'est pour ça que nous attendons beaucoup de cette réunion qui vise donc à harmoniser les différentes normes qui sont prises dans les différents pays. À la manœuvre de ce conclave, le directeur de l'industrie de la commission de la CEDEAO, pour Lassane Kaboré, les enjeux sont les mêmes tant au plan national que régional. Vous savez que dans nos États aujourd'hui, il y a beaucoup d'importations en termes d'habillement, en termes de fibres, de fils. Et donc, c'est bien que nous puissions donc faire des normes pour protéger non seulement nos consommateurs, mais protéger aussi notre marché contre la contrefaçon. Ces normes, une fois adoptées, serviront également d'outils de balise dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Parlant justement des ZLECAf, à la question pourquoi a-t-on l'impression que les 15 vont en rang dispersé pour le directeur de l'industrie, c'est juste une impression. Peut-être qu'on ne communique pas suffisamment assez, mais ce n'est pas un rang dispersé. Et la dernière réunion des ministres qui s'est tenue en Côte d'Ivoire ici l'année passée a adopté beaucoup d'instruments donc, pour harmoniser au niveau des États. Donc les positions que nous défendons, tout ce que nous faisons au niveau de la ZLECAf, ce sont des stratégies adoptées au niveau de la région. Donc ce n'est pas un rang dispersé. Nous sommes par exemple aujourd'hui en train de discuter sur par exemple le commerce des services et la région travaille à avoir des positions communes pour éviter justement d'aller en rang dispersé. Une fois ces 58 projets de normes harmonisés validés, ils seront soumis au Conseil des ministres sectoriels pour adoption. Ces normes en examen, il faut les rappeler, rentrent dans le cadre de la politique industrielle commune de l'Afrique de l'Ouest. 3 places sont restées cependant vides à cette cérémonie d'ouverture.
celles du Mali, du Niger et du Burkina Faso. 3 pays qui ont claqué la porte de la communauté en janvier dernier. L'information se poursuit avec une page de coaching entrepreneurial. L'homme d'affaires malien, propriétaire des hôtels Radisson Blu Abidjan et Bamako, était l'invité de la plateforme Inspire. Komé Sissé est venu rencontrer la jeunesse ivoirienne pour la motiver au travail. Partir de rien, l'enfant de Koira a su se hisser au rang des chefs d'entreprise les plus prospères de l'Afrique. Une expérience partagée avec la jeunesse. Le commentaire de Zénab Dosso. L'homme d'affaires à succès, Komé Sissé face à la jeunesse ivoirienne. Son parcours entrepreneurial cadre avec la réalité de ces jeunes. C'est que Komé Sissé est parti de rien pour être ce qu'il est aujourd'hui. L'enfant du village de Kouara au Mali était cireur de chaussures dans les rues d'Abidjan avant de développer ses affaires dans le négoce de textile entre le Libéria et la Côte d'Ivoire pour finalement entrer dans le cercle fermé de l'hôtellerie de luxe avec ses hôtels Radisson Blu, Bamako et Abidjan. Un parcours riche qu'il a tenu à partager avec la jeunesse lors de cette première édition de la plateforme Inspire. Komé Sissé a parlé de l'école de vie. Moi, l'école de la vie, c'est apprendre tout ce qu'on fait, apprendre sur le terrain. Par exemple, débuter par cirage, cirer chaussures, laver chaussures. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour pouvoir faire le cirage. Pour faire aide-maçon, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour faire aide-maçon. Donc quand je dis l'école de la vie, c'est le travail quotidien qu'on fait et on apprend de nos échecs. On apprend de nos fautes. Komé Sissé a aussi invité les jeunes entrepreneurs à s'entourer de bonnes personnes. Je m'entoure de bonnes personnes, c'est pas compliqué, c'est des gens qui te donnent conseil dans le domaine que tu veux avancer. On a des personnes qu'on connaît depuis longtemps, qui sont dans les finances, dans la banque, qui nous donnent de bons conseils, qui sont avec nous dans la franchise. Au-delà, le président directeur général du groupe Kouara Holding a fait un véritable ode au travail, à la patience et à la persévérance. Le conseil que j'ai à donner à ce jeune-là, c'est d'être persévérant, c'est de ne pas se presser, c'est de chercher à travailler. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de saut métier. La plateforme de conversation Inspire est à l'initiative de 2 jeunes dames qui ont décidé de présenter des modèles de réussite à leur génération. Inspire parce qu'en fait, nous nous sommes rendus compte que dans notre société, les jeunes manquent énormément de repères. Ils ont besoin de repères pour être guidés, pour s'inspirer justement, d'où Inspire, et pour aussi avoir des modèles. Les organisatrices de Inspire n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Elles comptent avoir un impact social sur la communauté. Elles ont donc décidé qu'une partie des bénéfices de leur événement serait mise au service de l'éducation de la jeune fille. Elles comptent le faire à travers leur association dénommée Leader. Les travaux de construction des infrastructures ont changé le visage de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ce mercredi, les membres du gouvernement ont visité les chantiers de l'échangeur Akwaba et le 4e pont qui reliera Yopougon au plateau en passant par Atekoubé et Adjamé pour constater de visu l'avancement des travaux. Après cette visite, les autorités sont satisfaites de l'évolution des travaux sur les 2 chantiers qui seront livrés avant la fin de l'année 2024. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et de Richard Akeke. La visite de terrain de ce mercredi 29 mai du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, concernait l'échangeur du carrefour Akwaba dans la commune de Port-Boué. Démarré en décembre 2021 pour 30 mois, les travaux étaient censés être livrés en juin 2024. Ce mercredi, le ministre et ses collaborateurs en charge de l'ouvrage sont descendus sur le terrain pour toucher du doigt l'évolution du chantier. Le projet de l'échangeur du carrefour Akwaba accuse un retard et le taux de réalisation est estimé à 62%. Les travaux en cours concernent l'aménagement routier réalisé à 80% et le plan de circulation actuel observé concerne le projet fini. Après explication et la visite du chantier de bas en haut, l'échangeur du carrefour Akwaba sera livré d'après les nouvelles estimations en novembre 2024.
Pour faire un tel ouvrage, il faut faire les fondations. Pour les fondations, il faut aller creuser dans le sol. Mais malheureusement, il y a des canalisations d'eau, des canalisations, des fibres de téléphonie qui n'ont pas été vues au départ. Et c'est au cours des travaux que nous voyons tout ça. Nous avons donc quelques retards au niveau des bâches bleues là. Donc il y a les pieux des ouvrages qui doivent être faits mais qui ne peuvent pas l'être pour l'instant parce qu'il y a des réseaux qui ont été découverts. Nous repartons très très satisfaits, mais nous demandons donc à l'AGEROUTE, à la mission de contrôle, à l'entreprise de tout faire pour tenir ces délais. Avec une échéance désormais fixée à novembre 2024, les attentes sont élevées pour que le carrefour Akwaba devienne une référence en matière d'aménagement urbain. Les autorités restent confiantes quant au respect des délais et à la qualité des travaux, promettant de suivre de près l'évolution du chantier pour garantir une livraison dans les meilleures conditions. À la suite de la création et l'opérationnalisation de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a procédé au lancement officiel de la plateforme du système d'information sur le marché du travail dénommé SIMT. Un lancement effectué après l'arrêté portant sa création ce jeudi 30 mai à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Sandrine Kwame et Didier Guédé. Bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi, les producteurs et les utilisateurs des informations du marché du travail. Ils disposent désormais d'un système d'information sur le marché du travail, en abrégé SIMT. Ce système vient, selon les initiateurs, pour concevoir notamment des politiques, des stratégies et programmes en matière d'emploi pour répondre efficacement aux besoins des personnes en quête d'insertion professionnelle. Il s'agit pour nous en fait de mettre en place un dispositif d'observation du marché du travail. Vous savez que la question de l'emploi constitue une priorité pour le gouvernement, donc il est important que nous puissions disposer des informations régulières, fiables, de sorte à faciliter la prise de décision en matière d'action pour l'emploi. Donc c'est vraiment le sens de la mise en place d'un système d'information sur le marché du travail qui soit structuré et formalisé et qui regroupe l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'écosystème de l'emploi et de la formation en Côte d'Ivoire. Le système d'information du marché du travail est une activité au cœur de l'ONEF afin de permettre à tous les acteurs de ce système d'emploi de pouvoir se rapprocher et en synergie d'action de satisfaire aux demandes d'emploi. L'État de Côte d'Ivoire a créé par décret le 7 juillet 2021 l'Observatoire national de l'emploi et de la formation pour agir dans le domaine de l'emploi. La création du système d'information sur le marché du travail est la continuité des activités d'opérationnalisation de l'ONEF. Et parlons d'innovation en Afrique. Du 30 au 1er juin 2024, dans la ville d'Assini, en Côte d'Ivoire, se déroule la première édition du Hackathon pour l'innovation en Afrique. C'est un concours international qui permet aux jeunes hommes et femmes de présenter des projets innovants portant sur notamment le recyclage de déchets, les emballages biodégradables, la réalité virtuelle, l'environnement et l'économie verte. Après une évaluation réalisée par un jury d'experts composés de représentants d'AGL, d'ORM Foundation et de MSC Foundation, 10 équipes ont été sélectionnées pour prendre part à la finale du hackathon. Nous vous invitons à suivre cet élément témoin du lancement officiel de ce concours, Mon Désir Nascimento. Assini Mafia, station balnéaire prisée au sud de la Côte d'Ivoire et au bord du golfe de Guinée, un paradis parmi tant d'autres. C'est ici que se déroule, du 30 au 1er juin 2024, la première édition du Hackathon pour l'innovation en Afrique. C'est un concours international qui permet aux jeunes talents de présenter des projets innovants sur le recyclage des déchets, les emballages biodégradables, la réalité virtuelle, l'environnement et l'économie verte. Pour cette première édition, 10 équipes finalistes sont en lice après une phase de présélection réalisée par un jury d'experts composé de représentants d'AGL, d'ORM Foundation et de MSC Foundation. Ces 10 équipes, comme celle de Planterre,
ancrée dans l'agriculture urbaine biologique, et Siboré, travaillant sur les fibres de bananier pour l'esthétique, vont peaufiner leurs idées avec l'appui de spécialistes des questions technologiques afin de les présenter lors d'un speech pour décrocher la première place. Notre projet, c'est Phoenix. Phoenix, comme son nom l'indique, est une application qui vise à faire renaître de leur sang les déchets plastiques. Cela se fera en mettant à disposition des ménages des poubelles dans lesquelles ils pourront déposer ces bouteilles plastiques-là qui seront ensuite recyclées et traitées par des entrepreneurs locaux qui ont déjà l'habitude de manier ce matériel. Déjà, je peux dire que c'est une équipe que j'ai choisie pour son entrain, son dynamisme, sa cohésion. Ce sont 4 jeunes dames qui ont envie de révolutionner le secteur agricole ivoirien grâce à leur projet. Et j'ai foi en ce projet. Une première place avec comme avantage une incubation à Pangaea Inc. en Europe, incluant un voyage enrichissant en Suisse et à Paris et la possibilité de remporter 20 000 €. Du coup, là, les 10 équipes de jeunes, ils ont 3 jours pour travailler sur leur idée de projet environnemental. Ce qu'on attend d'eux, en fait, c'est qu'ils valident leur idée. Donc, ça veut dire qu'ils vont être en contact avec des potentiels utilisateurs. Ils doivent vraiment confirmer, en fait, que leur idée, elle répond à une demande. Et, en fait, à la 3e journée, ils vont pitcher leur projet devant un jury d'experts. Destin croisé dans ce champ d'action pour Pangaea Inc. et AGL, qui a des dévotions pour l'innovation, l'écologie et l'environnement, avec la création d'un incubateur technologique dénommé Yiri by AGL pour les jeunes Ivoiriens et Africains. Des raisons qui justifient, selon Fatou Diomandé, responsable du centre d'innovation Yiri by AGL, la présence de AGL sur ce projet. Donc toutes les questions liées à l'environnement, c'est vraiment important pour nous. Et aussi par rapport au fait qu'on a lancé ce centre d'innovation cette année. Et l'initiative Pangaex réunit les 2 valeurs qui nous tiennent à cœur, l'écologie et puis l'environnement et puis aussi l'innovation et la technologie. AGL est l'opérateur logistique multimodal de référence en Afrique. L'entreprise fait désormais partie du groupe MSC, leader dans le transport maritime et la logistique. C'est devenu une tradition à l'Association des conseils économiques, sociaux et institutions assimilées. La réunion annuelle, une tradition bien observée jusqu'ici. Pour preuve, le conseil d'administration de l'association se réunit ce jour même à Abidjan et ce durant 48 heures. Au centre des échanges, le dialogue social et les inégalités dans le travail. Issa Badini et Doumbia Yuba pour le point. Aussitôt la cérémonie d'ouverture finie, aussitôt le travail démarré. Dans cette salle de la force du CESEC, le conseil d'administration de l'AIC6, association des conseils économiques, sociaux et institutions assimilées, regroupant près de 75 pays des 4 continents. À la manœuvre, le président Eugène Nakaowele du CESEC en tant que hôte. Au centre des échanges, le dialogue social et les inégalités dans le monde du travail. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre Begré Mambé, président de la cérémonie, est revenu sur le modèle ivoirien en matière de dialogue social. Au titre d'un fonctionnaire et agent de l'État, le gouvernement de Côte d'Ivoire, après plusieurs mois de négociations avec les partenaires sociaux sur les questions liées à l'amélioration qualitative des conditions de vie professionnelle des travailleurs, s'est engagé, à travers le renforcement du dialogue social, à poursuivre l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, dont le coût s'élève à environ 2 milliards de dollars sur 5 ans. Le dialogue social, c'est aussi et surtout le fer de lance de l'institution dirigée par Dr Eugène Nakaowele. Le conseil d'administration qui va se tenir après la présente cérémonie sous un format hybride nous donnera l'occasion d'examiner des questions importantes pour la vie de notre association. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'au sortir de cette rencontre décisionnelle, des propositions concrètes seront faites et constitueront des axes importants qui feront l'objet d'échanges lors de l'Assemblée générale qui se tiendra dans le courant de cette année 2024 en République populaire de Chine à Shanghai. Dans des temps difficiles où le multilatéralisme n'est pas à son meilleur, le fait qu'on se réunit et qu'on se retrouve en terre d'Afrique, à Abidjan, au temps de conseil au sein de l'AIC6, pour discuter des sujets d'intérêt commun, c'est très important. C'est un thème
qui est très important pour le monde du travail en lui-même. Moi, je suis syndicaliste, donc c'est mon creuset. Et aujourd'hui, j'ai entendu le Premier ministre parler du pacte qui a été signé. 35 délégations issues de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique et l'Eurasie prennent part à ces assises. L'AIC6 a vu le jour en 1999 en île Maurice. Il est présidé par le cuirassien John Hubert Jacobs. L'AIC6 va mettre à profit ces assises pour échanger également avec l'OIT sur les inégalités dans le monde du travail. Et un mot d'éducation nationale. La Commission nationale d'agrément des supports didactiques et pédagogiques a passé en revue ce jeudi 30 mai 255 documents scolaires comprenant 171 manuels et supports fongibles ainsi que 84 romans dans le but d'évaluer et de certifier des manuels scolaires et supports didactiques destinés aux établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Diane Kablancan. La Commission nationale d'agrément des supports didactiques et pédagogiques, CNASDP, sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, s'est réunie en session ordinaire afin d'examiner et accréditer les manuels scolaires et supports didactiques destinés aux établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Pour cette session, la CNASDP a évalué un total de 255 documents comprenant 171 manuels et supports fongibles, ainsi que 84 romans destinés à l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et à l'alphabétisation. L'objectif de cette session vise à évaluer et accréditer les manuels scolaires et supports didactiques destinés aux établissements scolaires de Côte d'Ivoire afin de garantir leur conformité aux standards éducatifs nationaux et d'assurer la qualité des matériels éducatifs mis à disposition des élèves et enseignants. L'objectif sont les maisons d'édition écrivent en collaboration avec la direction de la pédagogie et de l'instruction générale les manuels. Les manuels, c'est quoi? Ce sont les livres que vous avez parlé comme terre à terre. Nous avons dans les classes. On appelle ça les manuels. Et évidemment, pour que nous nouons davantage avec l'excellence, il faut que ces documents soient de qualité, autant pour les élèves que pour les professeurs. Et ce sont ces documents-là que nous venons ce matin pour valider. Nous sommes venus pour présider une commission à l'effet d'avoir des documents de qualité, tant pour les élèves que pour les enseignants, pour une école de qualité souhaitée par Madame le ministre. Dans la deuxième quinzaine de mai, la CNSDP se réunit pour prendre une décision définitive sur les ouvrages proposés. Notons que la Commission a décidé que la liste officielle de manuels scolaires agréés et recommandés pour l'année scolaire en cours, contribuant ainsi à la qualité et à l'harmonisation de l'éducation en Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, EMUCI, décide de sortir de la dénomination de l'Église méthodiste unie. Une décision qui fait suite à celle prise par l'Église méthodiste unie au niveau mondial lors de sa conférence générale du 3 mai 2024 à Charlotte aux USA. Les raisons de cette division, l'homosexualité et la célébration des mariages homosexuels. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi. Nous vous proposons de suivre la déclaration. Comment peut-on soutenir que le mariage entre les personnes de même sexe et tout son corollaire LGBTQIA+, jusqu'à l'ordination dans l'Église relève de la culture. Dès lors, plutôt que le référentiel culturel opposé aux valeurs bibliques qui posent problème et qui fondent la position de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire à ne point se rallier à la nouvelle politique de régionalisation de l'Église méthodiste unie. Que par conséquent, la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire réunie en sa session extraordinaire le mardi 28 mai 2024 au temple EMUCI Jubilé de Cocody, par motif de conscience devant Dieu
et devant sa parole, autorité suprême en matière de foi et de vie, décide de sortir de la dénomination Église méthodiste unie. La décision de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire au sein de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, avec ses implications, sera notifiée et transmise à qui de droit pour servir et valoir ce que de droit. Que Dieu continue d'éclairer son Église, dont Jésus-Christ est le chef. Amen. À Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, la centrale Cajou de Côte d'Ivoire a procédé mercredi dernier dans ses locaux à la remise de matériel bureautique et informatique à ses 19 délégations régionales productrices de cajou. Ce geste s'inscrit dans la politique globale de la structuration des membres de la centrale en vue de les aider à rendre pérenne leur activité de production et de commercialisation de la noix de cajou. Charles Kouakou, Pierre Tebeu. La Côte d'Ivoire produit plus d'1 million de tonnes de noix de cajou par an, réparties sur 19 zones de production. Pour permettre à l'ensemble des producteurs de se mettre dans le train du développement de l'anacarde qui se matérialise par une chaîne de transformation, la centrale Cajou de Côte d'Ivoire a procédé à la remise de matériel bureautique et informatique à ces 19 délégations régionales productrices de cajou pour un investissement total évalué à 60 millions de francs CFA. Nous sommes ici en ce lieu qui est le siège dédié à la centrale de cajou, qui est la Fédération des producteurs dans la cadre de Côte d'Ivoire. Nous sommes ici pour la remise symbolique de matériel informatique, matériel bureautique, matériel de foire pour pouvoir accompagner, on va dire, la structuration de nos unions régionales qui étaient initialement installées. On a voulu rehausser l'image de ces installations qui aussi reflètent l'image de la filière. Ensuite, les amener à rendre pérennes leurs activités, puisqu'on sait que l'activité pour nous, c'est la production et la commercialisation. Donc on veut non seulement produire, mais on veut aussi bien commercialiser. Pour les mois à venir, la politique des leaders du milieu de l'anacarde prévoit, outre le renforcement des capacités de ces coopératives régionales, des équipements roulants en vue de permettre aux productrices un accès à l'ensemble des productions. En images à présent, en Tanzanie, la réparation des routes après les pluies torrentielles nécessitera un budget d'environ 378 millions de dollars. D'après le ministre des Travaux, la mobilité est devenue pénible dans certaines localités qui ont été coupées du reste du pays, notamment en milieu rural, alors que plusieurs routes urbaines ont été couvertes par les eaux sur plusieurs jours. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie, les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.